Nous allons ce matin parcourir cette grande question qui articule à la fois le patient et le client dans cet angle d'expérience de service. Et oser finalement confronter ces deux dimensions, patient, client, voir dans quelle mesure ils se retrouvent. Et ce que je vous propose dans un premier temps, en titre d'introduction un peu général, c'est d'avoir un peu de définition assez claire qui donne des premières problématiques pour nos intervenants de ce matin et qui vont, grâce à cela, essayer de bien délimiter tous ensemble à la fois les présentations, à la fois vos questions et voir un peu de quoi nous parlons de façon assez précise. Lorsque l'on parle de définir le parcours patient, on a tout un tas de schémas complexes, en tout cas qui se veulent complexes, pas forcément, ils ne sont pas forcément, pour déterminer ce que l'on peut appeler un parcours client. Et le parcours client, vous le savez, ça va être l'ensemble des interactions qui vont avoir lieu à l'occasion d'une consommation, à l'occasion d'un service, à l'occasion d'une confrontation, quoi qu'il en soit, d'une relation. L'expérience de service, le parcours qui va se passer dans une relation, depuis une première confrontation sans achat, que l'on soit bien d'accord avec ça, première confrontation sans achat, jusqu'à effectivement le retour. Premier contact, interaction physique, les magasins, échange avec un vendeur, virtuel, un site internet, etc., un réseau social, mais également, vous le savez, que dans les services, la publication est somme toute relative, elle est essentiellement basée sur un bouche à oreille. Et sur cette question du bouche à oreille, de la capacité d'avoir des informations, va déjà nous donner une première idée du parcours client ou du parcours patient tel qu'il va se mettre en œuvre. C'est bien la projection puis l'analyse du parcours, que l'on soit clair avec ça, c'est bien la projection puis l'analyse du parcours qui permet d'illustrer les besoins du client. Ainsi, et si vous avez en tête la matrice de santé de Michael Porter, vous voyez bien à quel point cette matrice-là est particulièrement complexe pour déterminer l'ensemble des processus à mettre en place par l'organisation pour accroître la satisfaction. À l'évidence, dans le parcours de soins, ce sera d'autant plus complexe qu'un certain nombre d'acteurs viendront se mêler à ce parcours et à cette analyse. Et bien entendu, les interactions. L'enjeu, comme dans n'importe quelle organisation de service, c'est bien d'essayer d'identifier de façon relativement précise quels sont les points de tension possibles, permettant évidemment de les anticiper, puis de les améliorer, destinés évidemment à garantir la qualité de service et l'expérience client. Autrement dit, pour résumer ça, il y a du parcours, mais il y a forcément de la tension dans le parcours. L'objectif, c'est de déterminer quels sont les points de tension permettant d'améliorer cette qualité de service. Cette qualité de service, vous le savez, nous donne l'expérience, avec quelques éléments bien sûr. Elle est évaluée tout au fil des différentes étapes du parcours. Depuis le début, c'est-à-dire un site internet, et nous allons montrer quelques exemples qui le prouvent, jusqu'au résultat où nous allons alors déterminer la satisfaction. Qui, vous le savez, la satisfaction n'est pas simplement je suis content ou la bonne qualité, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ça dépend évidemment dans le service auprès de qui nous nous confrontons. Mais la qualité perçue, moins les attentes. Et vous savez qu'une satisfaction n'est égale qu'à ça. La satisfaction client est égale à la perception moins les attentes. La perception moins les attentes nous donne cette satisfaction. Ça ne veut pas dire qu'on va recommander d'ailleurs. Vous savez ça de façon tout à fait claire. La satisfaction ou la qualité ne donne pas forcément la recommandation. Toutes les théories sur le Net Promoter Score montrent bien ces dimensions-là. Toutefois, pour nous, on est d'accord que lorsque l'on a un parcours client, l'objectif, c'est bien effectivement à la fin d'avoir une perception qui est supérieure aux attentes, même si c'est complexe, puisque les premières attentes, c'est d'être guéri dans la question du soin. Ce qui veut dire que la perception devra être supérieure à la guérison. D'où cette complexité-là, parce que sur quoi elle va finalement se baser, cette perception, si ce n'est pas sur le soin. Il est primordial pour l'organisation d'être en capacité de modéliser effectivement ce parcours-là pour comprendre la perception, les attentes, essayer de comprendre comment je vais maintenir derrière ça une qualité de service. Évidemment, cela est d'autant plus complexe que les attentes du client vont varier d'une part et d'autre part évoluent dans le temps. C'est bien ces ensembles-là qui semblent complexes dès lors que l'on qualifie le parcours client avec ce que l'on va appeler
la patientèle. Le figure ou les figures du client nous montrent une certaine hétérogénéité chez un seul et même client. Vous êtes à la fois citoyen, vous êtes à la fois usager, vous êtes à la fois patient, vous êtes à la fois consommateur, vous avez en permanence une multitude de facettes. Et cette question-là est d'autant plus complexe quand elle s'articule avec la question de la patientèle. Et ces dimensions s'associent, c'est le cas effectivement du patient. Un patient, vous savez, ça date du Moyen-Âge, le mot en tant que tel, parce qu'on n'arrivait pas client par contre. Client date bien évidemment d'avant le Moyen-Âge, mais pas le mot patient. Le mot patient vient du Moyen-Âge. Et on va essayer de qualifier quelqu'un qui n'a pas forcément une relation commerciale avec d'autres. Évidemment, ce processus-là est évidemment particulièrement changeant et a particulièrement changé. C'est pour ça qu'on a créé cette question du mot patientèle. Ce mot patientèle vient aussi d'évolutions à la fois juridiques et technologiques. Juridique, tout d'abord, les questions qui sont relatives aux droits de l'information, dans la loi Kouchner de 2002, par exemple. Je commence à avoir des informations sur moi qui me permettent d'avoir autant de pouvoir que celui qui est en face de moi. On est en train de parler simplement de ce que l'on appelle l'asymétrie d'information entre un client et un fournisseur dans un service. Et on est en train de se dire qu'effectivement, celui qui a autant d'informations que moi, je peux effectivement partager avec lui. Donc la législation, en cela, a aidé à donner du pouvoir aux patients ou aux clients pour avoir une égalité. D'autre part, on n'a pas attendu évidemment ces dimensions-là, et la vulgarisation, la diffusion de l'information médicale, en particulier sur Internet, a non seulement aidé à basculer un certain pouvoir du corps médical sur le patient, mais en plus de ça, on a peut-être parfois donné un peu plus. Ça ne rend pas pour autant expert, mais un peu plus, évidemment, vous connaissez ce cas des années 80, lorsqu'il y a eu une opposition entre les militants d'ACT UP par rapport au corps médical à propos du sida, où on n'arrivait pas finalement, le corps médical n'arrivait pas à avoir accès aux informations médicales sur une certaine frange de population. Il y a donc eu un basculement de pouvoir entre les deux. C'est ce basculement de pouvoir avec, au milieu de ça, vous vous en doutez, une relation commerciale. Ce phénomène, évidemment, ne suffit pas à faire du patient un expert des questions médicales. On ne peut pas, nous ne sommes pas capables, en tout cas ici, c'est bien l'enjeu, de juger le soin qui nous a été prodigué par un médecin. Nous ne pouvons pas le savoir. Donc, à l'évidence, on va s'en tenir simplement à la guérison. Est-ce que oui ou non je suis guéri, ou est-ce que oui ou non je vais mieux? Ce sera la seule façon de faire. Mais encore une fois, ça va correspondre, si vous avez bien suivi ce que j'essaie de montrer, ça va correspondre à quoi? Aux attentes. Je veux être guéri. Mais ça ne change pas la perception, donc ma satisfaction, que je n'ai toujours pas résolue. C'est pour ça, ou juste avant, c'est d'ailleurs pour ça, mais c'est plutôt paradoxal, que les établissements de santé, bien souvent, négligent les aspects au-delà des aspects simplement médicaux. Mais c'est pour ça, j'en viens donc à ce moment-là, que les aspects non médicaux sont cruciaux. Et les aspects non médicaux vont justement faire passer de la satisfaction du soin je suis guéri à la satisfaction. La restauration, l'hôtellerie, la qualité de l'accueil, l'hospitalisation, le suivi post-opératoire, qu'il soit administratif, les services annexes, d'une façon générale. On va alors pouvoir parler d'expérience client ou d'expérience patientèle comme on le veut, mais l'expérience client va être le levier permettant l'amélioration de l'image de marque des établissements de santé et donc sa satisfaction. Le patient passe évidemment par tout un tas de parcours qui vont être innovants, qui vont être améliorant l'expérience client vécue ou prévue à ce moment-là. Globalement, nous avons 4 catégories d'éléments qui ont un impact sur l'expérience patient. La première chose, les relations interpersonnelles, comme dans le service. C'est les relations interpersonnelles qui vont faire, qu'ils soient médicales, paramédicales, soignants ou administratifs, qui vont faire que ma perception sera de tel ou tel ordre. Le deuxième va être l'environnement physique, l'hôpital, la prestation. Le troisième, les différentes procédures administratives. People, process, physical environment, vous connaissez ça, les fameux 3 P qui s'ajoutent aux 4 P classiques du marketing produit. Dans les services, c'est les 3 autres P qui s'ajoutent. Ces différentes dimensions-là vont s'ajouter à la qualité technique, qui n'est pas notre propos d'ailleurs ici. La qualité technique du soin, la qualité technique des appareils utilisés ou les techniques médicales sont évidemment d'un autre ordre. C'est grâce à ça
à la fois ce que l'on appelle les indices fonctionnels et les indices émotionnels, que l'on va gagner la confiance. Les indices émotionnels, qu'ils soient les procédures, les process, j'en ai parlé juste avant ici, que ce soit la qualité des soins techniques, vont être un niveau basique. Le fait est, c'est que ce niveau basique-là va être, est-ce que je compare tel hôpital par rapport à un autre? Comment je fais pour me différencier? Cette différenciation-là va se faire justement sur les indices émotionnels. Et l'indice émotionnel est ce que le patient peut juger. J'ai bien mangé, ils se sont bien occupés de moi, ils sont aimables, ils m'ont permis de, etc., etc., etc. Les relations interpersonnelles et l'environnement physique, autrement dit, les 4 catégories mentionnées ici, vont permettre de différencier un établissement de santé d'un autre en misant sur la satisfaction. Ce qui est totalement paradoxal. Lorsqu'on regarde les études qui ont été faites, pensez bien à ça, les innovations non cliniques ont plus d'impact sur la perception de la qualité des soins et de l'image que les innovations techniques en tant que telles. Les innovations non cliniques ont plus de poids que les innovations cliniques, parce qu'on ne peut pas les juger. Ça devient paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc notre enjeu sera évidemment de travailler sur ces éléments-là. D'ailleurs, notamment aux États-Unis, les critères non cliniques sont déjà identifiés par les patients comme des éléments différenciateurs. Garder les patients informés tout au long de de leur traitement pendant et après, recevoir les patients à l'heure en rendez-vous, ça améliore la qualité. Vous vous rendez compte à quel point ces points sont importants. Je perçois une qualité de service d'un hôpital, non pas simplement sur le soin qu'il m'a prodigué, mais également sur sa capacité à être à l'heure, ou l'apparence de la chambre, facilité à prendre des rendez-vous. Un certain nombre de critères totalement non cliniques, mais qui me permettent de m'améliorer. Ces points-là sont importants, mais ils doivent se dire, est-ce que finalement, ça a des résultats? Ou quels résultats ça apporte? Le fait est, c'est que ça apporte des résultats cliniques meilleurs. Prenez l'exemple de Should Life Hospital Toronto sur les traitements des hernies. 8000 opérations par an. Nous avons, dans les études, montré que le taux d'échec des opérations à cet hôpital est de 0,05%. La moyenne canadienne est à 10%. Nous sommes avec les mêmes médecins, dans un même pays développé, pour un même traitement. Et le résultat est 200% supérieur. Les journées d'indisponibilité professionnelle, lorsque l'on est opéré à Should Life Hospital, c'est 8. La moyenne canadienne est à 16. Si, évidemment, les médecins sont reconnus comme étant de bons médecins, mais comme ils le sont dans les autres hôpitaux canadiens, c'est parce que le parcours de soins, le patient est tenu informé à chaque étape de sa prise en charge, préparation, hospitalisation, à l'examen de suivi, 1 an après l'opération. Sur le site internet, pour faire comprendre, ils se sont dit que ce n'est pas les médecins qui doivent expliquer. Allez visiter le site internet qui est particulièrement intéressant. Mais ici, allez voir les patient testimonials. C'est les patients qui vont expliquer ce qui s'est passé dans le parcours de soins. J'ai été opéré d'une hernie, voilà comment ça s'est passé. Et l'ensemble est expliqué. Tout ça pour prendre en compte que le parcours de soins est complètement lié avec l'expérience patient, mais que tout ce qu'on vient de dire ici, les innovations non cliniques, permettent de recouvrir mieux la santé. Ça n'est pas simplement un artifice permettant simplement de montrer que l'on est plus beau ou meilleur d'une façon ou d'une autre, c'est parce que ça permet d'avoir des résultats. 2 autres exemples rapides. Innovation pour l'expérience patient à University Hospital de Cleveland. Les hôpitaux universitaires de la région de Cleveland ont adopté l'outil en ligne InQuicker, que vous voyez là sur le site internet, directement pour réguler l'afflux de patients. Pour les pathologies bénignes, les patients peuvent prendre rendez-vous en ligne avec le service des urgences ou hospitaux des centres médicaux. Dès lors que vous arrivez sur le site, vous êtes géolocalisé et vous savez à quel moment vous pouvez aller dans quel hôpital pour votre urgence. Géolocalisation, comme j'ai dit, permet évidemment de proposer les centres médicaux ou les patients les plus proches, ou les centres médicaux, pardon, pour les patients au plus proche de là où ils sont. Autre élément, et dernier exemple, avec l'expérience patient de Saint-Louis Children's Hospital, qui est l'hôpital pédiatrique de Saint-Louis, qui va justement travailler pendant tout le parcours patient à destination des enfants. Pas simplement un seul endroit, mais l'ensemble est pensé. Et lorsque l'on pense l'ensemble du corps médical pour les enfants, c'est évidemment de permettre d'aller dans le jardin, mais simplement également
d'avoir les menus personnalisables, d'avoir des salles de jeu, non pas pour eux, mais pour les frères et sœurs qui y vont, etc. C'est prendre l'ensemble de cette dimension-là. Les salles de jeu, la mascotte, etc. Je ne voudrais pas aller plus loin sur ces éléments-là. Mais ce que l'on a à retenir, c'est évidemment que ces ensembles du parcours de soins, du parcours client, qui nous amène aujourd'hui la patientèle, a tout intérêt à être prise en compte, non pas évidemment sur des innovations cliniques, mais sur des innovations non cliniques et une capacité à adresser un service. L'intensité concurrentielle nous le montre tous les jours et nous avons la chance d'avoir 3 intervenants effectivement qui sont tous dans des secteurs ultra concurrencés, qui eux-mêmes se posent la question, pas tant sur la question du produit technologique de demain ou la nouvelle molécule qu'il faut chercher, même si évidemment c'est important, mais bien évidemment à comprendre le client.